Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'auditorium du MAGE. Nous sommes très heureux de consacrer cet après-midi aux Temerson et ainsi de contribuer à les faire connaître leur histoire et surtout leur œuvre en France. Donc pour cela, je remercie infiniment Claudia Pozziadlo qui est à l'origine de cet événement, ainsi que nos invités Patrick Dehaas et Valérie Posner. Et également Mathieu Leric qui a donc préparé tout le déroulé de cette journée et qui va donc animer cette rencontre. Mathieu Leric va vous le redire, mais en clôture, on vous présentera donc le film Temerson et Temerson, qui est affiché ici comme durant 52 minutes, mais en fait on a obtenu une copie de 71 minutes. Donc voilà, je tenais à vous préciser ça, c'est pas un détail. Et également, nous souhaitons bien sûr remercier nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible. Donc, en premier lieu, le Centre Pompidou, qui nous a donc prêté et permis de projeter le film Europa. Également, la Bibliothèque polonaise et Common Room, donc, qui appartient à Claudia Pozziadlo. Merci à tous, je vous souhaite une excellente rencontre. Je passe tout de suite la parole à nos invités. Merci. Bonsoir, enfin bonjour plutôt, c'est pas encore le soir. Bienvenue. C'est un plaisir donc de vous voir nombreux pour cette rencontre. Donc nous avons voulu consacrer à l'un des couples d'artistes les plus fascinants du XXe siècle, Francisca et Stéphane donc Temerson. Francisca qu'on prénommait Françoise quand elle traversait les rues de Paris. Alors quand je dis nous, c'est un peu rhétorique, hein, car nous devons l'organisation de cette rencontre surtout à Sophie Andrieux, que je remercie, elle vient de prendre la parole, et à Claudia Pozziadlo, donc ici présente. L'avant-garde des Temerson embrasse tour à tour différents domaines, littéraires et artistiques. Stéphane s'investissant dans des activités plutôt cérébrales, de l'ordre de l'écriture, la traduction, les éditions, alors que Francisca, elle, était plutôt du côté de la création plastique, du design. C'était une dessinatrice hors pair, dotée d'une capacité d'imagination infatigable, et aussi une fameuse confectionneuse de costumes de théâtre dans les années 60 et 70. D'origine polonaise et juive, la trajectoire donc de ce couple épouse pour le meilleur et surtout pour le pire la situation politique changeante de l'Europe du XXe siècle, des années 10 aux années 1980, puisqu'ils sont respectivement nés en 1907 et 1910. Elle est évidemment profondément marquée, cette trajectoire, d'abord par l'indépendance acquise par la Pologne à la fin des années 10, puis par la montée du nazisme, par les politiques de discrimination et d'annihilation des Juifs d'Europe, et enfin par le retour de la paix en 1945. Et nous terminerons d'ailleurs le parcours aujourd'hui au milieu des années 40, quand ce couple décide en fait de mettre fin à cette carrière cinématographique, non pas à leur carrière artistique qui va se poursuivre, mais ils vont cesser de faire des films à partir de 1944. Alors un terme revient très souvent quand on pense au Temerson, c'est le mot Europe, Europa en polonais. Impossible donc de se cantonner à un prisme national ou uniculturel quand on songe à leur trajectoire. Leur vie est faite de multiples déplacements. Claudia va y revenir très rapidement. Des déplacements de part et d'autre du continent européen qu'ils n'ont pas quitté. Ils ne sont pas allés aux États-Unis comme beaucoup de leurs contemporains. De la Pologne donc vers l'Angleterre en passant par la France, par Paris. Et Europa, c'est aussi le titre du film le plus connu des Temerson, datant de 1931, qui est un poème filmique en forme d'hymne à la liberté, adressé à tous les citoyens européens. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure l'occasion donc de projeter ce film que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà. Alors, il nous a semblé pertinent de découper cette rencontre en deux parties, correspondant à la trajectoire d'émigration des Temerson. La première partie donc nous permettra de comprendre finalement le passage des Temerson de Varsovie à Paris et les rapports entre les deux, la manière dont Paris était déjà présente comme symboliquement et concrètement dans leur trajectoire artistique polonaise.
et comment Paris est devenu une sorte, pour eux, d'évidence en termes donc de destination au moment où ils ont dû quitter la Pologne. Et puis une seconde partie qui nous amènera à Londres, où ils vont s'installer et où ils vont investir le champ eh bien, de l'art et de l'art contemporain en particulier. Alors cette rencontre sera l'occasion d'aborder donc plus précisément les activités cinématographiques de ce couple qui ont co-signé l'ensemble de leurs films, donc produits entre 1930 et 1944. Alors nous placerons donc les films justement au cœur de cette rencontre. Vous pourrez donc les découvrir, les redécouvrir. L'occasion de voir donc ceux dont nous avons retrouvé les copies au fil du temps, c'est très récent que nous avons remis la main sur Europa, mais aussi d'évoquer rapidement ceux que nous pourrions retrouver dans les années qui viennent, puisque voilà, il y a des films qui restent encore aujourd'hui introuvables. Alors quant à la projection donc, du documentaire Temerson et Temerson, donc de Victoria Szymanska, il nous semble intéressant de le proposer comme un point d'orgue à la fin de cette rencontre. Donc vous n'êtes pas obligé de rester, mais vous pouvez aussi rester pour justement eh bien, prolonger eh bien, cette réflexion autour de ce couple et surtout en voir une sorte d'incarnation puisque le film capte justement leur présence, j'ai envie de dire, physique, mentale, artistique, à travers ce documentaire assez passionnant et assez déroutant. Donc pour résumer, en gros, on va avoir une introduction de la part de Claudia, donc qui va revenir sur, à partir de ces slides, sur cette trajectoire, en tout cas sur les débuts donc de cette trajectoire artistique des Temerson. Puis on va donc voir deux films donc, qu'ils ont produits dans les années 30, plus un film qui est une sorte de reconstruction d'un film perdu, refait donc dans les années 2000 par un artiste britannique. Puis on passera donc à la partie londonienne avec deux films aussi donc produits dans les années 40 cette fois-ci, des films très différents, un film de propagande et un film expérimental. On pourra échanger avec vous pendant quelques minutes avant ensuite donc de lancer le documentaire. Alors je voudrais remercier évidemment nos invités et les présenter surtout. Patrick Dehaas d'abord, donc historien de l'art, il a enseigné l'histoire donc de l'art contemporain et l'histoire du cinéma expérimental à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Cinéma absolu avant-garde 1920-1930, publié d'abord donc sa première version en 1985, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, et republié sous une forme augmentée chez Maitret Éditions en 2018, et je crois qu'il est en vente là-haut, si ça intéresse certains d'entre vous. Il a aussi publié Andy Warhol, le cinéma comme braille mental, publié chez Paris Expérimental en 2005. Cinéma intégral de la peinture au cinéma dans les années 20, publié chez Transédition en 1986. Ces livres sont désormais considérés comme des ouvrages de référence sur les avant-gardes européennes et américaines. On pourrait dire même européo-américaines, puisque un certain nombre donc de figures des avant-gardes aux États-Unis viennent de l'Europe. Alors, notre deuxième invitée, c'est Valérie Posner, qui est directrice de recherche au CNRS, comme vous le savez peut-être, spécialiste de l'histoire du cinéma russe et soviétique, autrice de nombreux ouvrages portant en particulier sur la Shoah dans le cinéma soviétique. Vous avez aussi récemment publié deux ouvrages sur Ilya Ehrenburg, grande figure, donc écrivain, journaliste russe d'origine juive. Outre vos collaborations donc, avec Alexandre Soumf, Vanessa Voisin, Catherine Perel et Irina Tcherneva, vous avez élaboré une recherche très précieuse concernant l'avant-garde russe, notamment avec François Albera à propos de Sergei Eisenstein. En 2021, vous avez donné une conférence absolument passionnante à la Bulac, intitulée « Traduire les avant-gardes soviétiques un siècle après, pourquoi, pour qui, comment ». C'est dire si votre présence ici, évidemment, est très précieuse pour nous et surtout va nous permettre de peut-être pointer un élément qui est compliqué à évoquer la plupart du temps, c'est le rapport finalement culturel entre la Pologne et l'Union soviétique à la fin des années 10, au début des années 20. Alors on ne viendra pas à bout de cette discussion, mais il me semble intéressant au moins de le pointer.
Et troisième invité, donc c'est Claudia Pochadło, auquel je vais donner la parole tout de suite, qui est historienne de l'art, ancienne directrice de l'Institut polonais de Paris, et surtout fondatrice donc de Common Room, qui est une fondation et une galerie nomade dont l'objectif donc est de valoriser les échanges autour de la culture polonaise. Et tu pourras peut-être rappeler tout à l'heure pourquoi Common Room eh bien, n'est pas sans lien avec les Temerson. Donc Claudia, si tu veux bien, je te laisse nous faire entrer maintenant dans le vif du sujet en évoquant donc la première période, particulièrement donc de la trajectoire biographique des Temerson. Merci beaucoup Mathieu. Je tiens quand même encore, avant de passer à la présentation, juste remercier bien sûr le mage, Paul Salmona et Sophie Andrieux pour sa collaboration dont la fluidité était absolument parfaite. Donc merci beaucoup et merci beaucoup pour nos invités donc, qui ont accepté de nous aider à parler de Temerson et à les mettre en lumière, ce que j'essaye moi effectivement de faire depuis un moment à travers cette fondation qui s'appelle un Common Room parce que c'est un hommage aux Temerson. Les Temerson dans les années 40, 50, 60, 70 organisaient de sortes de rencontres absolument extraordinaires à Londres dans leur maison qu'ils ont appelées justement Common Room. Donc des rencontres très ouvertes entre artistes, scientifiques, musiciens. Voilà, c'est ça qui m'a guidée en utilisant ce nom pour cette fondation. Alors quelques mots sur le Temerson. Alors ils sont connus effectivement comme artistes, comme cinéastes, comme éditeurs. Et le souci ou le bonheur, à vrai dire, avec les Temerson, c'est effectivement ils avaient eux-mêmes horreur de toute classification et toute définition précise. Ils n'ont jamais voulu appartenir à aucun mouvement, à aucun groupe artistique, à aucun isme, comme disait Stéphane. Donc peut-être la seule étiquette qu'on pourrait leur donner, c'est de dire que certainement c'était les artistes les plus polyvalents et probablement les plus visionnaires de l'avant-garde polonaise. Et donc ils ont effectivement exploré une multitude de champs artistiques, donc l'art, cinéma, la poésie, musique, la photographie, les photogrammes entre autres. Et à cela s'ajoutait aussi pour Stéphane la radio, plus tard la télévision, mais aussi toute réflexion autour de la philosophie, l'expérience linguistique, la traductibilité, les structures logiques et formelles de la science. Chaque de ces domaines, mais aussi les possibles interactions entre elles devenaient donc vraiment un terrain pour leur expérimentation. Et pour reprendre donc le titre d'un essai qui date de 1928 de Stefan Temerson, il s'agissait surtout de créer des visions nouvelles. Et donc, alors bien sûr, ces nombreuses migrations des artistes eux-mêmes d'une discipline à l'autre est évidemment typique pour la période et pour les artistes d'avant-garde. Mais cette approche vraiment très transdisciplinaire, les procédures aléatoires, aussi bien que le hasard et l'erreur, et parfois même nichtluistfo, comme disait Stéphane, donc une sorte de négligence, même si ce n'est pas le meilleur mot, étaient au cœur de leur travail, aussi bien qu'une exigence intellectuelle. Alors, quelques repères. Je vais passer à la première diapo. Voilà, quelques repères juste très rapides, repères biographiques et historiques. Donc Franciszka est née à Varsovie en 1907 dans une famille juive, dans un milieu artistique. Elle était la fille de Jakub Weinles, qui était un peintre d'un style plutôt classique, mais qui est connu surtout pour des représentations de la tradition et des cultures juives, un peu dans le style de Samuel Hirschenberg, pour ceux qui ont été ici pour la conférence autour de cet artiste. Sa mère, Lucia Kaufmann, était pianiste. Franciszka était douée aussi bien pour la musique que pour les arts, donc elle a fait ses études au conservatoire de musique de Varsovie et aussi à l'Académie de Beaux-Arts, dont elle sortira diplômée avec les félicitations de jury en 1931.
Et elle deviendra donc effectivement une prodigieuse dessinatrice, illustratrice, peintre et aussi scénographe. Et entre autres aussi, on n'en parle pas assez, elle a fait une bande dessinée sur Alfred Jarry, pour Le Roi Ubu, que dans le milieu de personnes s'intéressant à la bande dessinée est vraiment considérée comme absolument novatrice. Stefan Temerson, de 3 ans sans cadet, est le fils de Luba Shmuglevich et de Chaim Mendel Mieczysław Temerson. Il naît en 1910 à Płock, donc pareil dans une famille d'origine juive de classe moyenne. Sa famille ne cessa de déménager pendant les premières années car son père, médecin, était appelé au front par l'Empire russe, parce qu'il faut savoir que Płock à l'époque était sous le régime tsariste, et donc ils ont entre 1914 et 1910, ils ont effectivement successivement vécu à Łuki Wielkie, actuellement en Russie, mais aussi à Riga, donc en Lettonie, et aussi à Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, il serait très intéressant de retracer éventuellement quel genre de film le jeune Stéphane aurait pu voir en Russie à cette époque-là. En tout cas, fin 1918, la Pologne redécouvre son indépendance et les Temerson rentrent à Płock. Stéphane, à 18 ans, donc on est en 1928, part pour Varsovie pour faire ses études. Il commence d'abord les études de physique pour ensuite faire des études d'architecture, mais qu'il délaisse rapidement parce qu'évidemment, il s'intéresse à toute autre chose. Et il incarnait vraiment parfaitement ce type d'esprit de liberté et d'indépendance. Il deviendra donc avant tout, je pense, un écrivain, ou peut-être plutôt même un poète, artiste, donc cinéaste, etc. En tout cas, c'était un redoutable expérimentateur de son plus jeune âge. Il s'intéressait donc aux possibilités offertes par les technologies optiques et radiophoniques. À l'âge de 13 ans, il va construire sa propre radio. Il va faire des expériences avec les rayons X, probablement peut-être dans le cabinet de son père, qui vont l'amener à la découverte du photogramme. Et par la suite aussi, il va fabriquer lui-même une table de trucage que je vais vous montrer tout à l'heure, qui permettra tout simplement à faire les films, presque tous les 5 films faits en Pologne ont été faits sur cette table de trucage. Donc, en tout cas, Franciszka et Stefan naissent sous l'Empire russe, mais ils vont déjà grandir et aller à l'école dans une Pologne indépendante, enthousiasmée donc, par le retrouvail de cette souveraineté au bout de 100 ans d'inexistence sur la carte de l'Europe. Donc, ils se rencontrent probablement, on ne sait pas exactement, on pense autour de 1930 à Varsovie. Ils ont tout juste 20 ans. Et leur vie commune sera donc une succession de collaborations remarquables jusqu'en 1998, l'année où ils vont s'éteindre tous les deux à 88. Ils vont s'éteindre à quelques mois d'intervalle. Donc juste encore quelques mots sur cette période varsovienne. Donc le premier terrain de leur collaboration, c'était les livres pour enfants. Voilà, donc je vous en montre un ici. On en a un qui est aussi, je pense, à acheter à la librairie. En tout cas, un livre que pour les Polonais, tous les Polonais le connaissent. Pantan Buduje dom, la maison de Monsieur Raison. Ils en ont fait vraiment une bonne dizaine de ces livres. C'était de petits grands livres pour enfants. Avec d'une grande intelligence et d'une grande beauté typographique absolument novatrice pour la Pologne. Et ce livre le faisait vivre, le jeune couple de Temerson. Et puis ensuite, il y a eu donc cette fascination commune pour le cinéma. Donc l'intérêt pour le cinéma venait certainement de ce prolongement de courants modernistes qui ont donc donné cette place particulière au cinéma, donc apparu avec le progrès technique, né avec le XXe siècle, comme l'un des derniers arts
qui donnait une possibilité tout à fait nouvelle donc, aux artistes d'avant-garde de travailler et traduire donc, tous leurs intérêts pour un art tout nouveau. Ensemble, ils vont donc faire. Ils ont été alors extrêmement actifs dans le milieu du cinéma d'avant-garde. Ils vont être à l'initiative donc de la création de la SAF, qui était donc une des premières coopératives des auteurs indépendants. Ils vont s'efforcer donc à organiser, et je dis bien s'efforcer, on en aura peut-être l'occasion d'en parler, s'efforcer d'organiser des projections de l'avant-garde européenne. Évidemment, l'idée était de contrer donc une influence grandissante de l'industrie cinématographique. Ils vont aussi éditer un magazine consacré au film artistique, dont je vais vous montrer juste. Ah, voilà, il y a aussi voilà, FA qui s'appelait FA, film artistique. Et Stéphane lui-même disait une dénomination assez stupide, ce sont ses mots, mais c'était vraiment pour faire de la notion aussi du film commercial. Donc, on en aura peut-être l'occasion d'en parler encore. Là, je vous montre quelques photogrammes de Stéphane, parce que d'ailleurs, comme tout artiste qui s'intéressait, je pense, au cinéma, ils ont d'abord commencé donc, par expérimenter autour de photogrammes. On aura l'occasion. Et donc, un petit dessin, excusez-moi pour la qualité, donc, un dessin de Stéphane qui a donc dessiné plus ou moins de quoi avait l'air cette table de trucage sur lesquelles ils ont fait aussi bien voilà, ils ont fait tout leur film. Alors ensemble, ils vont donc faire cette film. Donc d'abord la Pharmacie en 1930, qui est donc un film qui est toujours perdu. Je vous montre les films perdus en haut et les films retrouvés en bas. Ensuite, il y a eu Europa en 1931-32. Ensuite, Le Moment musical en 1933, donc qui reste toujours un film disparu. Ensuite, un film qui s'appelait Le Court-circuit. Peut-être on aura d'ailleurs l'occasion d'en parler encore plus autour de ce film. Ensuite, un film Przygoda człowieka poczciwego, donc l'aventure du bon citoyen. C'est comme ça qu'on le traduit, même si on pourrait dire peut-être l'aventure d'un honnête homme. En 1937. Et donc ça, ce sont les films qu'ils ont fait à Varsovie, en Pologne. Ensuite, donc, ils arrivent à Paris en 1938. Je ne sais pas si on a le temps de parler davantage. Peut-être par la suite, je dirai 2 mots sur leur séjour parisien. Et donc, les 2 derniers films ont été déjà faits à Londres. Donc, le Calling Mr. Smith, que nous aurons l'occasion de voir, et L'œil et l'oreille, ou L'oreille et l'œil plutôt, le dernier film qu'ils ont fait en 1945. Nous savons qu'il y a eu d'autres projets inachevés, ça on le retrouve à fur et à mesure en creusant un peu les archives de Temerson, mais voilà, qui n'ont jamais vu le jour. Ce sera d'ailleurs intéressant de continuer à chercher dans ces archives pour comprendre encore mieux leur vision du cinéma. Voilà, je pense qu'on peut passer peut-être à la projection, à moins que quelqu'un veuille dire quelque chose. Non. Donc de passer à la projection. Alors, vous allez voir donc 3 films. Un film bizarrement très récent, donc de 2001, qui est donc une reconstitution du film donc Apteka, La Pharmacie. Donc un film de Bruce Tchaikovsky, donc qui dure 4 minutes 43 exactement, sachant donc que le film, encore une fois, de 1930 durait 3 minutes et qu'il reste encore aujourd'hui perdu. Vous verrez ensuite un film leur film de 1931-1932, donc, qui dure 15 minutes et qui s'appelle donc Europa, on en a déjà un peu parlé, basé donc sur un poème futuriste éponyme d'Anatole Stern,
qui était originalement un film muet, qui devait être accompagné d'une musique. Alors à l'époque, pour des raisons techniques, ils ne pouvaient pas encore véritablement caler la musique sur le film au tout début des années 30. Et vous allez là voir une version du film accompagnée d'une musique contemporaine produite il y a 2 ans et qui est composée par Ludwig Münz. Et puis, on terminera cette salve de films par donc l'aventure d'un homme honnête ou d'un bon citoyen de 1937 qui dure donc 10 minutes. Bonne projection, à tout à l'heure. Voilà donc pour cette projection des 3 premiers films, dont 2 des Temerson. Alors, ce qui est intéressant, c'est à quel point finalement l'art des Temerson est à la fois extrêmement naïf et en même temps il est extrêmement nourri. Alors, on pense au film de Jean Painlevé, on pense à beaucoup d'autres, disons, courants du cinéma d'avant-garde ouest-européen. Alors, c'est très ouest-européen, pardon, et c'est très difficile aussi de juger d'une certaine manière de ce qu'ils avaient pu voir en fait dans les années 10 et 20 en Pologne, puisque a priori ils n'avaient pas connaissance justement des avant-gardes ouest-européennes avant le milieu des années 30. On va y revenir. Alors Patrick de Haas, vous avez, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, investi théoriquement ce champ des avant-gardes. Vous avez rencontré à un moment donné les Temerson. Et j'aimerais vous poser une question à la fois très générale et une autre beaucoup plus précise. Très générale, c'est comment justement vous, en tant que théoricien de l'avant-garde, vous définissez en fait les avant-gardes. C'est-à-dire qu'est-ce que recouvre ce terme? Et deuxième question beaucoup plus précise, c'est en quoi, selon vous, du fait voilà, des nombreuses recherches que vous avez pu mener, en quoi les Temerson relèvent justement de l'avant-garde? Bon, alors c'est vaste. Bon, l'avant-garde grossièrement, hein, parce qu'évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a la question de l'expérimentation, la volonté de la part des artistes d'avancer sur des territoires neufs dans le domaine artistique, et que cette volonté de changer l'art, d'une certaine manière, pas seulement changer les formes à l'intérieur de l'art, mais de changer l'art, la structure même de l'art, est articulée à la double injonction que proposait Breton, qui est d'articuler le mot de Rimbaud, changer la vie, avec celui de Marx, transformer le monde. Donc c'est évidemment très vaste. Changer l'art, changer la vie, transformer le monde. Et je crois que ces 3 choses sont... sont au croisement, le creuset de ce qui constitue l'avant-garde. Alors il y a d'autres caractéristiques qu'on pourrait mettre en évidence, qui sont par exemple la mise au point collective. Souvent c'est lié, ce sont des groupes, donc d'une certaine manière la désubjectivation de l'acte artistique. C'est pas simplement quelqu'un qui est retranché dans sa tour d'ivoire, dans son atelier, mais qui croise d'autres artistes, qui échangent des réflexions et qui essayent aussi de faire que ces réflexions débordent largement le territoire de l'art pour aller dans les cafés. Par exemple, le mouvement Dada, c'est le cabaret Voltaire, c'est là que ça se passe. C'est un cabaret, c'est-à-dire tout le monde peut y rentrer, pas seulement ceux qui sont amateurs d'art, amateurs de peinture, etc., mais simplement pour boire un coup. Et donc, cette idée assez contradictoire peut-être, et paradoxale, qui est d'un côté d'explorer le plus possible ce qui est absolument spécifique à chaque art, et de l'autre côté, la volonté que ça déborde le champ artistique. Donc il y a les 2 mouvements centripète et centrifuge, si on peut dire, du côté de l'expérimentation avant-gardiste. Bon, ça c'est comme ça à gros traits. Alors maintenant, pour ce qui est des Temerson, je pense que si on a vu ces films qui sont magnifiques, enfin Europa, on voit bien que la question de l'expérimentation formelle, visuelle, est très présente. En ce sens, elle recoupe d'autres expérimentations des années 20, notamment celle de Richter, Chaumette,
Moholy-Nagy, etc., donc qui sont souvent le fait de personnes venues du monde des arts plastiques. Hein. La plupart des expérimentations non narratives, alors le mot est lâché, c'est-à-dire que la plupart de ces expérimentations se veulent non narratives, c'est-à-dire qu'elles essayent de déborder l'instrumentalisation par la narration ou le scénario. Hein. La plupart de ces cinéastes, dont les Emerson, disent que le cinéma, ce n'est pas l'illustration d'un récit préalable qui est incarné par le scénario, mais c'est d'abord un jeu avec des formes visuelles. Bon, alors il peut y avoir éventuellement des éléments, des fragments de narration, mais c'est d'abord de l'image, c'est d'abord quelque chose à voir. Alors après, quand il y aura le cinéma sonore, c'est à voir et à écouter ou à entendre, mais pas nécessairement une histoire à raconter et à illustrer. Hein. Bon, ça c'est le point, disons, qui rassemble la plupart des groupes d'avant-garde qui peuvent avoir par ailleurs des contradictions entre eux, hein, ces différents groupes. Donc pour les Emerson, on a vu dans le film Europa qui relève un peu de l'esthétique du collage. Hein. Ils étaient très intéressés par le collage. Et le collage qui a été une esthétique particulièrement développée par les dadaïstes, donc autour des années 10, hein, 1916, c'est-à-dire l'idée de confronter des fragments, des éléments qui appartiennent à des ensembles différents. Hein. Et donc c'est ce que Benjamin appellera l'esthétique du choc. Hein. C'est l'entrechoquement de ces choses différentes, d'où l'espèce de maelstrom, d'images, de vertige qu'on a à voir le film Europa, à voir des choses, des séquences venant de territoires extrêmement différents, des éléments de nature, des éléments artificiels, des humains, des non-humains, enfin bon, toutes sortes de choses qui se catapultent, qui s'entrechoquent les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment l'idée du collage, du photomontage, qui était une pratique très développée dans les années 10 et 20, particulièrement par les dadaïstes, mais aussi par les constructivistes. Et les constructivistes, évidemment, les Emerson en avaient connaissance par le fait qu'ils ont baigné dans une avant-garde polonaise qui comprenait aussi bien des poètes, des peintres, et eux, ils étaient les seuls finalement à introduire, enfin pas les seuls, pas complètement les seuls, mais à vouloir introduire le cinéma dans cette réflexion et dans cette pratique avant-gardiste. Mais alors, enfin, bon, je vais laisser la parole peut-être si je continue un moment, juste pour la généalogie de Europa. On a vu, le point de départ, c'est un poème d'Anatole Stern, d'abord écrit en 25, dans le générique on voit 29 je crois, mais c'est 25 en fait, que ça a été écrit, hein. Ensuite il l'a repris, etc. Donc Anatole Stern était connu dans le mouvement avant-gardiste polonais, il écrivait dans des revues comme Zygnia, excusez-moi pour la prononciation, comment Zwrotnica. Ah, bravo, alors je devine, mais bon, c'est elle qui connaît la prononciation au moins. Alors, Linia Zwrotnica, il y en a eu d'autres. Hein. Alors, la revue Bloc était très importante, il y a eu 2 numéros, et Emerson y a participé hein, à ces revues. Et Anatole Stern aussi. Donc c'est un poète futuriste, mais la mise en page du poème a été faite par Mieczysław Szuka. Voilà, il y a eu une sorte de reprint qui a été fait. La mise en page de Szuka, qui était comment Stuka, alors bon, mais ça s'écrit SCZSZ, donc il faut pouvoir suivre, hein, UKA, Szuka, donc Stuka, ça se prononce, c'est ça, Stuka, pardon, donc qui développait plutôt une esthétique constructiviste, qui était aussi développée fortement en Russie, hein, avec des gens comme Rodchenko par exemple, et donc qui était plutôt rationalisante, alors que le poème d'Anatole Stern est plutôt futuriste, halluciné, jouant sur la révolte comme ça, extrêmement lyrique, beaucoup de points d'exclamation. Et donc Emerson relie un peu ces deux choses, le lyrisme un peu échevelé d'Anatole Stern et la construction malgré tout de Szuka avec une couverture de Teresa Zarnower, hein, qui était aussi une artiste importante dans le mouvement constructiviste en Pologne. Je vais passer la parole maintenant donc à Claudia, peut-être pour replacer un tout petit peu
ces œuvres dans un contexte de production peut-être polonais, spécifique, justement à ce moment précis de l'histoire de la Pologne, qui, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, redevient comme pays indépendant sur la carte de l'Europe, et comment finalement se forme justement un cinéma polonais, puisqu'il n'existait évidemment pas, et sur quelle base, et par rapport au cinéma commercial, justement, comment se situent les Temerson. Peut-être tu peux revenir là-dessus. Voilà. Donc, il y a effectivement un cinéma, on peut dire, assez florissant en Pologne dans les années 30. On sait que il y avait une cinquantaine de salles de cinéma, ce qui représentait 30 000 places de cinéma pour une Varsovie de 1 million de personnes, bon, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'il y avait dans les autres grandes villes européenne. Alors évidemment, 99% ou même 100% de ces productions, ce sont alors il y a des projections surtout du cinéma américain, et il y a pas mal de productions du cinéma polonais, mais qui est effectivement absolument rejeté donc par les groupes d'artistes et d'avant-garde, qui est donc un cinéma de très mauvais genre, larmoyant, qui raconte des histoires, des romances sans en aucun intérêt, très théâtralisées, voilà. Et donc, mais effectivement, qui fait vivre les propriétaires de salles de cinéma. Alors après, il y a aussi le cinéma yiddish, mais qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire quand même c'est un cinéma qui venait du théâtre, les acteurs c'était les acteurs du théâtre yiddish, qui avaient aussi une grande popularité, mais effectivement ça n'avait rien à voir à ce que, en tout cas, avaient envie de faire les cinéastes ou les artistes d'avant-garde. Donc il y a eu un premier, un peu comme ça, soulèvement de ce milieu d'avant-garde qui ont fondé Start, qui était donc une première coopérative. Mais Stéphane, justement, en 1935, lance plutôt ça, enfin, bon, on ne peut pas dire ça, mais il dénonçait que tous ces groupes enfin, ils théorisaient beaucoup, mais ne passaient pas à l'acte, en quelque sorte. Donc lui, il a dit, moi, avec ma table de trucage, moi, je vais vous montrer, en quelque sorte, voilà, sans avoir des moyens financiers, parce que surtout, c'est ce qui était problématique, c'est qu'effectivement, tous ces artistes n'avaient pas de moyens financiers pour faire du cinéma. Alors ça change un peu en 1935 parce qu'il y a il y a une loi qui ordonne en quelque sorte aux propriétaires de cinéma de passer de films d'avant-garde, de films artistiques, et donc ils bénéficiaient de 20% de baisse d'impôts. Donc c'est vrai que c'était un moment en 1935 où effectivement on a des premières commandes. Il y a d'ailleurs le film Court-circuit, qui est toujours perdu, était une commande d'un institut des affaires sociales, et donc qui est un film qui alertait sur l'électricité, enfin comment il fallait faire attention avec l'électricité. Donc il y a eu plusieurs commandes, et SAF a réussi justement. Il y avait Eugeniusz Cenkalski et puis aussi Wanda Jakubowska qui ont fait des films sur commande un autre film, Moment musical, qui est toujours disparu, était par contre une commande d'une enseigne. C'était une publicité, c'était une enseigne qui vendait de bijoux et des objets décoratifs. Donc, mais c'était, quand on se plonge un peu dans les archives de Temerson, ils expliquent la complexité et vraiment la situation c'était quasiment impossible de faire venir des copies. C'était très très compliqué pour des raisons de paperasse administrative. Et puis il y avait la censure aussi. Par exemple, on sait quand finalement en 1937 ils organisent donc ces deux projections, les projections du cinéma de l'avant-garde anglaise et puis française. Par exemple, ils n'ont pas eu le droit d'organiser des projections qui ont été prévues à Cracovie, à Lvov, parce que la censure
les a tout simplement interdits. Donc c'était vraiment pas facile. Et je pense que le choix finalement de Temerson de quitter la Pologne, on aura peut-être encore l'occasion de parler, après avoir fait donc le dernier film que nous avons vu, le Bon Citoyen, ils ont une espèce de ras-de-bol et ils ont, comme le personnage, envie de s'enfuir sur le Parnasse et d'aller chercher ailleurs plus de reconnaissance et peut-être de moyens. Merci beaucoup. Alors, ce qui était intéressant dans cette période, disons, polonaise, c'est que donc la France est présente. La France est présente donc dans la revue Film Artistique. Comme tu l'as rappelé, ils avaient aussi une activité à partir de la seconde moitié des années 30 de programmateurs, c'est-à-dire ils vont faire venir des films français en particulier, allemands aussi, pour justement partager finalement ces activités d'avant-garde ouest européenne dans le contexte polonais. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, je crois, c'est la négation quasi totale des rapports avec l'autre côté de l'Europe, c'est-à-dire l'Union soviétique, et l'absence finalement de référence déjà dans le texte de Karol Iżykowski de 1924, donc cette première théorisation du cinéma. Le cinéma soviétique n'est quasiment pas enfin, il est à peine évoqué et on ne parle que des comédies soviétiques. Donc c'est absolument pas à l'image de ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire quand on pense à ces années-là, on pense évidemment à l'avant-garde, on ne pense pas à la comédie soviétique, même s'il y en avait, et des passionnantes. Mais c'est quand même intéressant d'avoir développé un geste d'avant-garde polonais tourné vers l'Ouest, en rejetant presque, on pourrait dire, en opposition avec l'avant-garde soviétique. Quel regard vous portez sur cette problématique, alors peut-être voilà, compliquée à... Encore une fois, on n'y reviendra pas au bout, mais quel regard vous pouvez porter par rapport à ça? Oui, c'est très frappant. Enfin, je découvre ces films et à quel point les avant-gardes soviétiques sont absentes totalement de cette... aussi bien dans le... il y a quelque chose de très humoristique, de jeu, mais un jeu qui est vraiment tout à fait... qui s'inscrit... on peut penser à des choses, des avant-gardes françaises, indiscutablement, mais pas du tout du côté russe. Alors, il y a d'abord la question du décalage temporel qui est évident. C'est-à-dire qu'eux commencent à tourner à partir du début des années 30, quand justement en URSS, c'est fini. Deuxièmement, ce que disait Patrick tout à l'heure, la non-narrativité n'est pas du tout quelque chose qui a été, disons, expérimenté beaucoup dans le cinéma soviétique d'avant-garde. C'est toujours, on reste quand même avec une lecture, même quand il n'y a pas, chez un Vertov, mettons, comment dire, de scénarios soi-disant prémédités ou même pas du tout d'intertitres, il y a quand même et clairement une narration ou en tout cas un arrière-fond qui renvoie à des discours politiques qui ont un sens, comment dire, qui peut se formuler de manière textuelle. N'est-ce pas ? C'est pas du tout le type de choses qu'on trouve dans ces films. L'exception extraordinaire de L'homme à la caméra. Oui, mais je dis même dans L'homme à la caméra, derrière, il y a tout un discours politique qui peut s'écrire. Et d'ailleurs, L'homme à la caméra est une espèce de reprise, utilisation de textes théoriques qui
qui ont d'abord connu une première expression textuelle, verbale, disons, et pas... ça n'a rien à voir avec ce jeu gratuit pour... oui, jeu. Et l'agrément où il y a, là, dans Europa, pas d'arrière-fond politique immédiatement palpable, immédiatement compréhensible. Ensuite, ce qui est très frappant, c'est que ce cinéma n'établit pas du tout le rapport qu'on trouve en Union soviétique avec cette espèce d'interpellation du spectateur à faire des choses ou à rejeter certaines choses, qui est toujours présente d'une manière ou d'une autre dans le cinéma soviétique d'avant-garde. Et donc il y avait eu un texte de Malevitch appelant à faire un cinéma d'abstraction, même 2 textes de Malevitch, mais finalement qui n'ont pas connu de traduction de la part des réalisateurs. Et de même, on n'a pas vraiment, à l'exception de Dovzhenko, par exemple, qui est un peintre au départ, ou quelques autres, mais qui n'ont justement, lorsqu'ils sont passés derrière la caméra, ont fait un cinéma narratif, n'est-ce pas? Mais on n'a pas ce même rapport, disons, à l'image. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être avançons un tout petit peu vers finalement ce qui va être la destination des Temerson, à savoir donc Paris qu'ils ont connu donc dès le milieu des années 30 et qu'ils vont choisir comme voilà ville d'habitation. Est-ce que Claudia, tu pourrais revenir justement sur sur ce choix de Paris comme ville d'émigration, parce qu'ils auraient pu choisir une autre ville, et essayer de peut-être dessiner un peu leur fréquentation, leur lieu d'habitation, enfin voilà, des choses un petit peu concrètes et qui va évidemment vous intéresser, je pense. Oui, alors je tente depuis 2 ans, à vrai dire, de reconstruire effectivement ce séjour parisien, parce qu'on n'en sait pas. Alors on sait certainement qu'ils sont de passage à Paris en 1936. Ça, c'était en préparant justement le numéro de FA sur l'avant-garde française. Et puis je pense que c'était là où ils ont certainement dû avoir des contacts avec la Cinémathèque française, parce qu'entre on sait que il y a dans FA2, donc ils vont publier un texte de Jean Vigo qui est envoyé par la Cinémathèque française par la suite. Donc il y a eu de relations, mais j'ai pas de preuves effectivement qui ils ont pu rencontrer, avec qui on était en contact. On sait entre autres que un de leurs amis, et qui était d'ailleurs membre de la SAF, Stanisław Woll, avait fait ses études à Paris en 1932, paraît-il sous l'égide de René Clair. Voilà, ce sont de bribes d'informations comme ça qu'on a et que je tente aussi effectivement à essayer de reconstruire pour voir un peu plus clair effectivement comment ça s'est construit. Mais c'est alors le choix de Paris, paraît un peu aussi évident. Paris, ville magnétique, c'est une exposition qui était d'ailleurs ici hommage. Ça leur semblait effectivement la seule ville, donc ils décident en 1938 de s'installer, et ils arrivent effectivement à Montparnasse. Ils arrivent, alors d'après ayant consulté donc les archives de la Sûreté nationale, de la police, évidemment tous les étrangers étaient fichés d'une certaine manière, surtout ceux qui venaient de l'Est. On pouvait croire que peut-être effectivement
effectivement, on apportait un désordre social. Mais donc, on sait qu'ils arrivent, Františka en mars 1938, Stéphane un peu plus tard, qu'ils habitent d'abord dans un hôtel boulevard Raspail. Ensuite, on sait aussi qu'ils ont loué un studio à Arcueil. Bon, voilà, ce sont des bribes d'informations. On sait alors que Františka avait, je pense que c'est ça qui le faisait vivre, Františka avait des commandes d'illustratrice. Elle a travaillé pas mal pour Flammarion. Elle a fait des illustrations pour le livre mythique de Père Castor. Il y a eu plusieurs bouquins qu'elle a illustrés. Et Stéphane, je sais qu'il écrivait pour la presse de l'immigration polonaise. Il y a eu plusieurs comme ça, revues ou journaux polonais. Mais effectivement, ils n'ont pas eu le temps, en quelque sorte, de faire connaissance et même de montrer leurs films, hein, parce qu'on sait aussi qu'ils sont arrivés à Paris avec sous le bras les copies de tous leurs films, et qui ensuite vont être spoliés, mais ça, on en reparlera après. Donc voilà, la guerre arrive très, très vite. Septembre 1939, Františka s'engage immédiatement donc, en tant que cartographe auprès du gouvernement polonais, donc, qui est d'abord situé à Paris, ensuite se transfère à Angers, ensuite en juin à Londres. Et Stéphane, lui, il s'engage, même s'il est un pacifiste, mais il s'engage dans l'armée polonaise. Donc après un périple jusqu'à l'armée est constituée en Normandie, après une bataille absolument désastreuse, avec un sauf qui peut, il se retrouve un peu comme ça, perdu dans la nature. On sait qu'il rentre à pied à Paris, où il va essayer donc de chercher, de se cacher déjà. Il arrive en fin... entre 40, alors on n'est pas sûr exactement, entre 40 et 41, donc il est à Paris. Ensuite, il arrive à partir dans la zone libre, où il sera recueilli par la Croix-Rouge à Voiron, et il va donc attendre pendant 2 ans, un peu par miracle finalement, à travers Lisbonne, à rejoindre Františka à Londres, donc, parce que Františka a suivi donc, le gouvernement polonais jusqu'à Londres. Donc voilà, c'est en cours, je dirais, pour essayer de retracer cette période, donc entre 1938 et 1940-42 de leur séjour parisien. Merci beaucoup pour ces éléments très stimulants et très concrets. Peut-être justement évoquons, avant de passer à la seconde partie de la projection, d'évoquer justement ce moment très étonnant où les copies des films d'Emerson donc sont déposées au laboratoire Vitfer ici donc à Paris pour être restaurées, ou en tout cas pour être conservées, et il s'avère que voilà, les copies d'Emerson, les copies de films font partie donc d'œuvres d'art donc spoliées par l'Allemagne nazie. Alors les copies vont après avoir une trajectoire un peu particulière, je crois. Peut-être tu peux y revenir, revenir un peu sur cette situation. Et puis on donnera la parole à Valérie Posner pour peut-être nous donner un contexte plus large sur cette question de la spoliation, en particulier des œuvres d'artistes juifs européens. Oui, alors effectivement, on sait beaucoup plus aujourd'hui, on parle énormément de la spoliation de l'œuvre d'art, des instruments de musique, des archives, des bibliothèques, mais il y a eu très peu finalement de travaux, à part les vôtres, sur les spoliations au sein du cinéma, donc de l'industrie cinématographique, effectivement, beaucoup. Alors, la particularité d'Emerson, c'est que ce sont à la fois des films et à la fois des œuvres d'art, donc on ne sait pas très bien comment les situer.
reconstituer. Alors, on sait, d'après certains mémoires de Stéphane, on sait que donc début 1940, il les dépose dans ce laboratoire qui s'appelait Vitfer. Et par la suite, voilà, on perd totalement la trace. On est en 1940. Je pense que Stéphane sait qu'il ne va pas s'engager dans l'armée et qu'il est persuadé, évidemment, que la seule chose, comment les préserver, il va le donner à un laboratoire. Et il se trouve que je trouvais effectivement que donc, ce laboratoire a été créé dans les années 20 par 3 Polonais. Stanisław Witkiewicz, à ne pas confondre avec le Stanisław Witkiewicz, grand dramaturge et artiste, Rachmil Lejzerowicz et Leo Lax. Donc ces 3 Polonais, voilà, ils vont créer donc ce laboratoire qui s'appelait très exactement laboratoire de trucage cinématographique, qui se trouvait à 1 rue Claude Lorrain à Paris. Et effectivement, moi j'étais très très surprise en commençant mon enquête dans les archives nationales, que je suis très très vite tombée sur un dossier très, très bien fourni d'une centaine de documents qui retrace très précisément ce qu'on appelle l'arianisation de ce laboratoire qui appartenait donc aux Juifs. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais je pourrais vous lire après, effectivement, toutes les explications. En tout cas, donc c'est une procédure qui va durer donc, entre 1941 jusqu'à 1944. Il y a eu plusieurs administrateurs provisoires, dont Jean Vivier. On en parle trop. Donc Jean Vivier, qui était ensuite un responsable de la Cinémathèque française, des archives qui a suivi cette arianisation. On sait donc qu'il y a eu une vente aux enchères qui se faisait de biens israélites, et j'ai retrouvé donc un document qui précise que très exactement le 9 avril 1942, les films sont emportés par la censure allemande. On n'a pas la liste de ces films. Évidemment, il n'y avait pas seulement les films de Temerson, parce que comme c'est un laboratoire, on peut imaginer qu'il y a eu d'autres films. D'ailleurs, il y a un document où les ayants droit d'un film qui s'appelait Nos amis les bêtes, mais on n'en a pas le nom de réalisateur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce titre. Donc, il y a les ayants droit qui demandent quand même, qui ont eu le temps de demander de récupérer cette bobine. Et effectivement, elle ne part pas avec les nazis. Et voilà, et c'est tout ce qu'on savait. Et jusqu'à la fin de sa vie, Temerson était persuadé que tous ces films ont été détruits. En tout cas, évidemment, on savait que les films qui sont restés à Varsovie ont été détruits dans les bombardements, et les copies qu'il a délaissées. Il a essayé de recontacter après la guerre les ayants droit de Vitfer, entre autres Simon Lax, qui est d'ailleurs connu aussi comme étant qui était un compositeur polonais qui était connu pour être le chef d'orchestre de triste orchestre de Grand Auschwitz. Donc Léo Lax, c'était son frère. Et voilà, il entend juste dire oui, les Allemands ont emporté les films. Donc c'est tout ce qu'on savait, en tout cas jusqu'à présent. Et c'est au moment de retrouvailles d'Europa en 2019 que je me suis dit, alors si on a retrouvé Europa, il se peut qu'on peut retracer donc les autres films. Et puis il y a aussi ce cas, et j'en finis là, il y a le cas du film de Le Bon Citoyen. Alors celui-là, il est restitué dans les années 60 par l'URSS à la Pologne. Donc on peut imaginer, et c'est là où je veux vous passer la parole, le trajectoire de ces films. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment assez particulier, hein, cette idée que les copies, effectivement, sont réquisitionnées, amenées à Berlin. Alors, comment se fait-il que la copie donc, du Bon Citoyen se retrouve à Moscou et est rendue à la Pologne dans une sorte de geste diplomatique à un moment donné, et donc qu'est-ce qui fait que cette copie est à Moscou, Valérie Posner? Alors en fait, les conditions et les détails sur les saisies de films à Paris restent encore assez mal connus.
ces copies sont saisies, sont rapportées à Berlin pour alimenter le fonds créé par Goebbels en 1935 et en fait qui est alimenté essentiellement depuis le début des hostilités par tout ce que la Wehrmacht récupère sur les territoires qu'elle occupe. Hein. Donc il y a, outre des films polonais, français, évidemment tchèques, évidemment dans les pays baltes. Voilà. En premier lieu, et ce qui intéresse les Allemands, beaucoup plus que les films polonais d'avant-garde, vous imaginez bien que ce n'est pas la première chose qu'on va prendre, ce sont les films américains. Donc, il y a énormément de films américains qui sont dans des copies d'exploitation. Ce n'est pas des négatifs. Hein. C'est des copies d'exploitation, parfois un peu usées, avec des sous-titres dans toutes les langues dans lesquelles voilà, ces films circulaient et étaient distribués dans les différents pays. Lorsque la fin de la guerre arrive, les soviétiques sont tout à fait décidés à mettre la main sur ces lots de films. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une prise de guerre, voilà. Mais aussi parce qu'ils savent que dans les images documentaires, il y aura sans doute des images hautement compromettantes pour les procès d'après-guerre. Donc il y a un double intérêt des soviétiques. Raison pour laquelle ils vont enrôler dans leur rang des gens qui n'ont aucune compétence militaire, mais qui sont des spécialistes du film. Et notamment, à la tête de cette brigade de saisie est mis un homme qui est en fait un spécialiste d'histoire du cinéma européen et américain, qui s'appelle Avenarius, qui arrive avec plusieurs autres gaillards à Berlin, et immédiatement il se précipite sur le Reichsfilmarchiv, où ils vont opérer des saisies massives. Ces films vont arriver, vont être envoyés par vagues successives à Moscou. Les films documentaires, eux, vont être en grande majorité, à part certains lots, notamment des actualités, par exemple, qu'ils vont remporter aussi. Les Allemands ont eu le temps de mettre le feu à au moins 3 dépôts de films qui avaient été, dans les derniers jours de la guerre, dernières semaines, avaient été placés et conservés dans, ici, une ancienne carrière, là, une mine de sel, enfin, voilà. Donc ça, ce sont des milliers de mètres de pellicules qui partent en flammes, si bien que, par exemple, la production documentaire allemande d'avant-guerre et de la guerre est largement perdue. Par contre, donc, ils saisissent les films de fiction qui partent par... c'est des milliers et des milliers de boîtes qui sont chargées dans des wagons par des petits soldats qui n'ont aucune idée de quoi que ce soit, et donc qui vont lancer ces boîtes un peu n'importe comment, dans le désordre, et sans forcément récupérer les fichiers qui correspondent à ces lots de films.
tout cela arrive dans des conditions absolument épouvantables, puisque au terme de derniers arbitrages faits par Moscou, ces lots sont envoyés dans une archive qui avait été créée sur le papier entre 36, enfin après 35, mais qui se trouve à 65 km de Moscou, et où il n'y a aucune condition de conservation, lieu véritablement bien organisé pour réceptionner, en plus de ça, cette masse de films. Donc, le travail d'identification va prendre en réalité des années. Mais c'est bien ce lot de films saisis à Berlin qui va être à l'origine de la création de ce qui est aujourd'hui encore la deuxième en quantité plus grande archive cinématographique du monde, qui est le Gosfilmofond, qui est créé en 1948, non pas pour préserver les chefs-d'œuvre du cinéma soviétique qui ont été largement perdus depuis les années 20 et 30, mais vraiment pour... Or, on se trouve dans l'après-guerre dans une situation très paradoxale où, à la suite d'une campagne de reprise en main des arts et de la cinématographie décidée par Staline, la doctrine est de produire moins mais mieux, ce qui va amener à une diminution jusqu'à l'année 51 où, je crois, l'URSS produit 9 longs métrages de fiction en tout. Or, le ministère du cinéma doit quand même faire des bénéfices. Et c'est là qu'est prise la décision de mettre sur le marché un certain nombre de ces films, notamment américains d'avant-guerre. Mais quand on privilégie cette production de fiction mainstream qui va trouver un public, etc., on ne s'intéresse plus à tout ce qui est les à côté, etc. Et donc, même si on a des équipes très bien formées qui savent identifier ça, etc., le sort, disons, de ces bobines reste un peu le cadet des soucis de cette archive. Et c'est seulement dans les années 50 et à la fin des années 50 que certains lots de films vont être restitués aux pays, évidemment, du bloc de Varsovie, à savoir en Allemagne, en Tchéquie, en Tchécoslovaquie et en Pologne. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Alors, on n'a pas malheureusement le temps de poursuivre trop sur ces sujets, donc on va passer à notre seconde partie. Donc la partie britannique, cet exil contraint d'une certaine manière, donc Londres, cette ville qu'ils investissent tous les deux, où ils vont rester pendant très longtemps ensuite. Donc on va voir deux films, Calling Mr. Smith, donc ce film de 1943 qui dure 10 minutes, et The Eye and the Ear, donc l'œil et l'oreille de 1944, donc l'année suivante, qui dure celui-là 10 minutes. Alors vous allez voir à quel point les films sont vraiment de caractères très différents. L'un est plutôt un film de propagande, l'autre est véritablement un film artistique, mais qu'ils ont en commun une chose très importante, c'est leur proximité, en fait, la manière dont ils utilisent la musique, et en particulier la musique polonaise de ce compositeur que vous connaissez sans doute, qui n'est autre que Karol Szymanowski. Voilà, bonne projection, à tout à l'heure. Voilà donc pour ces deux films donc produits respectivement en 1943 et 1944, et dont on voit qu'ils poursuivent un geste extrêmement cohérent par rapport à ce qu'ils avaient pu faire en Pologne, et en même temps c'est aussi un moment où ils développent
autre chose, un cinéma peut-être plus ancré dans l'actualité par rapport au premier film, puisqu'il s'agit d'appeler finalement les spectateurs à réagir contre l'évolution politique de l'Allemagne. Et puis en 1944, alors là, ils font un peu encore autre chose, puisque on tombe, disons, dans un cinéma qui peut-être un cinéma de la synesthésie. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce terme, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un passage justement entre le musical et le visuel qui est assez passionnant. Donc, j'aurais une question pour vous, Patrick Dehaas. Est-ce que vous voyez dans ces gestes-là, donc développés en Angleterre, finalement, des choses assez similaires à un contexte européen dans lequel se développent justement des avant-gardes? Est-ce que vous voyez dans leur geste singulier quelque chose qui en même temps est très cohérent à l'égard du contexte européen plus généralement et peut-être par rapport au contexte britannique spécifique? Oui, alors effectivement, certains cinéastes expérimentaux d'avant-garde dans les années 20, voyant les circonstances politiques devenant de plus en plus dramatiques, se sont orientés vers un cinéma plus engagé. Ça a été le cas de Richter, de Joris Ivens, par exemple, qui avait fait d'abord 2 films plutôt de nature expérimentale, comme Le Pont, par exemple, Les Pluies. Et puis ensuite s'est orienté avec Henri Storck vers un cinéma beaucoup plus militant et engagé. Hans Richter aussi avait fait un essai de travail dans la jeune URSS. Donc il y a aussi De Keukeleer qui avait commencé par à réaliser des films expérimentaux et qui ensuite ont fait des films plus militants. Donc c'est sur la pression, disons, de l'histoire que certains cinéastes jugent qu'ils sont obligés mais c'est plus par devers eux, à contre-pied par rapport à ce qu'ils voudraient faire eux-mêmes. Temerson, Evans, Richter, leur désir profond, c'est de continuer dans le champ de l'expérimentation, mais encore une fois, c'est la pression historique qui les contraint d'une certaine manière à s'engager plus. Alors, on peut aussi dire d'une autre façon que leur travail dans le champ de l'expérimentation était considéré par eux également de nature politique. C'est-à-dire que transformer quelque chose dans l'ordre de la perception, ce n'est pas étranger à un acte politique. Donc il n'y a pas d'un côté l'expérimentation et de l'autre le travail militant, etc. Même si évidemment on voit bien visuellement que les choses peuvent être très différentes. C'est-à-dire que les points sur les i sont mis quand il s'agit de faire un film plus engagé. Valérie nous parlait tout à l'heure de ce qui se passait en Russie, en URSS, où les films étaient plus engagés comme Vertov, Eisenstein. Bon, c'est évident. Mais d'un autre côté, Vertov insistait, dans certains de ses textes, ça dépend de quel texte on prend en considération, mais sur le fait que c'était d'abord le travail visuel, formel, qui lui importait avant de mettre les points sur les i de façon didactique politiquement. Donc il y a une dimension politique souterraine qui est présente dans l'expérimentation, et puis une dimension politique plus explicite, plus affirmée, qui va se développer dans les années 30 pour nombre de cinéastes. Alors maintenant, pour le second film, la question de la synesthésie, là aussi c'est une question qui est développée par certains artistes, le plus connu étant Fischinger, Oskar Fischinger. Enfin, ils étaient 2 frères, Hans et Oskar, mais c'est surtout Oskar qui a développé cette question de la synesthésie en Allemagne, puis aux États-Unis, où il s'agit d'accorder le plus possible le son et l'image. Évidemment, c'est une longue tradition déjà au moins depuis le 19e siècle, notamment dans le champ de la poésie romantique, mais aussi Baudelaire dans son poème Correspondance, ou Rimbaud, son poème Voyelle, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle, je dirais quelques jours vos naissances latentes. Donc il y a cette idée d'une simultanéité possible dans la réception sensorielle entre le son
et l'image. Hein. C'est une chose qui a beaucoup intéressé aussi certains artistes comme Kupka ou Kandinsky. Hein. Il y a de nombreuses pages du Spirituel dans l'art en 1912 qui insistent beaucoup sur, par exemple, les correspondances. Alors la flûte, le son de la flûte peut être associé à la couleur jaune. Le jaune peut lui-même être associé à la forme triangulaire, donc un angle aigu, et même au gustatif. Hein, par exemple, c'est le sur, le citron. Hein. Donc il y a une sorte de tableau, alors qui n'a sans doute pas de valeur scientifique, mais qui est intéressant au moins du point de vue de la poétique qui y est développée, d'un accord entre son, image, gustatif, bon, etc. Donc ça, c'est une tradition, la question de la synesthésie, qui est vraiment très, très présente, jusqu'à aujourd'hui avec quelqu'un comme McLaren, enfin aujourd'hui au sens large, McLaren qui a réalisé un film aussi où il s'agit vraiment de trouver une équivalence immédiate entre le son et l'image. Moholy-Nagy, dans les années 20, aussi fait des expériences de ce type. Alors peut-être, Claudia, tu peux nous éclairer sur, disons, les difficultés rencontrées par les Temerson, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils trouvent un monde de liberté en arrivant en Angleterre. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Non. Que les films vont être interdits. Oui, en fait, tu fais référence effectivement. Alors le Calling Mr. Smith. Alors il faut mentionner que c'est une commande officielle du gouvernement polonais. Stéphane travaille pour le bureau du film du ministère de l'information et de la documentation. Donc c'est une commande. Voilà, c'est un film de propagande, mais je trouve quand même une propagande assez poétique. Ils ont réussi à faire une propagande anti-nazie et une propagande de la culture polonaise en même temps. Et alors le souci avec ce film, que l'image de la pendaison de la jeune fille a été censurée, c'est-à-dire la censure britannique a demandé à enlever cette image, et les Temerson ont refusé. Et effectivement, donc ce film qui devait être diffusé dans les salles de cinéma pour avoir un impact effectivement sur les citoyens britanniques, sur les Mr. Smith, a pu être projeté que dans des cercles très restreints, et donc il a été connu effectivement que par un petit nombre, j'imagine, de spécialistes. Oui. Et juste un point sur le film Day and the Year. Stéphane Temerson s'intéressait depuis toujours justement à cette possibilité de transposition mutuelle entre le son et l'image. Depuis, il a écrit un texte en 1928, et le petit film Le Moment musical était déjà basé justement sur cette. Donc c'est un retour en quelque sorte aussi un cinéma abstrait, et en tout cas c'était une question qui l'intéressait toujours, et il rêvait d'ailleurs de faire aussi de construire une machine qui s'appelait phonovisor, qui devait être une machine qui devait émettre à la fois des images et des sons. Donc c'était donc toutes ces juste pour rajouter un petit fait historique. Alors peut-être dernière question avant de vous donner la parole, donc préparez vos questions à Valérie Posner pour, d'une certaine manière, peut-être essayer de comprendre. On est en 1943 lorsqu'ils font Calling Mr. Smith. L'Union soviétique et l'Allemagne nazie ont collaboré à partir de 1939 pour anéantir la Pologne, sa culture, sa langue. Or, le film des Temerson ne mentionne absolument pas cela. Alors, à raison, enfin, d'une certaine manière, puisque l'Union soviétique est passée du côté des victimes entre-temps. Comment vous voyez justement cette évolution du discours politique, et comment vous percevez ce geste de propagande fait depuis Londres? Oui, le gouvernement polonais est dans une situation qui est quand même compliquée par rapport à toute une partie de la population polonaise qui s'est retrouvée en Union soviétique.
n'est-ce pas? Et où il y a la création d'une unité armée qui va combattre au sein de l'armée rouge, etc., plus l'histoire de l'armée d'Anders, enfin bon, bref. Cette histoire que vous racontiez tout à l'heure de l'exigence de la suppression de l'image de la pendaison est très intéressante parce que là, je trouve que les Témerson sont, disons, suivent un tout petit peu les images qui sont montrées aux spectateurs soviétiques, c'est-à-dire on montre très clairement les exactions, on filme les traces de ces exactions, les corps mutilés. On va montrer ça comme justement mise en garde et comment dire, pour susciter l'horreur, sans comment dire, précaution aucune ou sans voile du tout de la part de la censure qui est en Union soviétique, parce que l'idée est que ça aura un impact beaucoup plus fort sur le spectateur. Alors que les Anglais sont beaucoup plus réticents à montrer quelque image d'exaction que ce soit. Enfin, là, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a des liens qui se tissent par-delà des frontières et des oppositions politiques évidentes entre le gouvernement de Londres et les Polonais soutenus par l'URSS. En même temps, montrer les corps mutilés, mais parfois en mentant sur les auteurs des exactions. On connaît cette histoire par rapport à certains événements dont vous avez sans doute déjà un peu entendu parler. Alors, on va ouvrir maintenant la discussion à la salle. Est-ce que des zones d'ombre doivent être éclairées? N'hésitez pas à poser des questions. Oui. Oui, j'avais une question qui portait davantage sur leur méthode de travail artistique, plus que sur le contexte, parce qu'entre le premier, le troisième et le cinquième film, par exemple, il y a des images qui reviennent avec ces feuilles qui tombent. Bon, alors du coup, je me demandais s'ils avaient, bon, bien sûr, peut-être pas peut-être pas quand ils sont arrivés en Angleterre, mais est-ce qu'ils avaient des banques d'images aussi sur leur communauté de travail, parce que sur le film du Bon Citoyen, j'imagine qu'ils travaillent, que c'est avec des amis. On sent qu'il y a un fond de jeu, justement, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un jeu voilà, entre personnes aussi qui ont une narrativité commune. Donc voilà, je voulais savoir comment est-ce qu'ils travaillaient. Aussi pour le premier film, j'en profite, mais peut-être ça peut rejoindre dans la réponse. J'ai vu qu'il était tourné dans un studio de Budapest. Voilà, je voulais savoir quel était leur lien avec Budapest et peut-être la communauté artistique de Budapest. Alors, je désamorce d'emblée la deuxième question. Alors, parce que le premier film qu'on a vu, vous évoquez ce tout premier film, je crois. La pharmacie, qui n'est pas un film du tout des Témerson et qui effectivement a été c'est un film des Témerson mais reconstitué par un artiste effectivement dans un studio à Budapest, mais ça n'a plus de rapport direct avec les Témerson. Claudia, tu voudrais peut-être répondre à la première question ou essayer en tout cas d'esquisser quelques éléments sur cette démarche artistique, sur la méthode de travail artistique? Alors juste un mot, effectivement. Alors toutes les films sont vraiment faits d'une façon très artisanale chez eux à la maison, avec sur cette table de trucage que je vous ai montré. Alors on voit qu'effectivement il y a certaines images qui reviennent. Il y a les mêmes images de feuilles ou parfois de l'eau que j'imagine qu'ils ont effectivement stocké en quelque sorte chez eux. Mais tout est fait d'une façon extrêmement voilà, fait main, fait à la maison. Et d'ailleurs,
Une petite remarque qui me revient. Paraît-il, quand il y a eu une projection en 1937 d'Europa à Londres, et paraît-il, Modogolina, je l'aurais vu le film, il l'a décrit comme sophistiqué. Et Stéphane se sentit heurté par cette définition, parce que pour lui c'est ce qu'il voulait faire. Il voyait son film plutôt comme primitif. Il voulait bien, enfin, l'idée que ça avait ce côté artisanal, un peu primitif, c'était en quelque sorte leur but. Donc tous les films sont vraiment faits à deux, Stéphane et Francisca. Alors évidemment, le bon citoyen, donc là il y a eu certainement plus de moyens, et ils sont effectivement sortis à faire de plans dans la rue, dans la forêt, mais sinon les autres sont vraiment faits d'une façon extrêmement artisanale. C'est le cas de la plupart des films d'avant-garde ou expérimentaux. C'est-à-dire que c'est fait avec 2 ou 3 personnes maximum. Parfois une seule personne. Donc au générique, on n'a pas 300 personnes comme dans n'importe quel film hollywoodien qu'on peut voir, ou même non hollywoodien. Ils sont 2 ou 3, pas plus. Man Ray travaille avec Boifard, ils sont 2. Duchamp, quand il a fait son film, c'est avec Man Ray, ils sont 2. Richter, un peu Egeling est tout seul. Donc la plupart des films expérimentaux sont faits dans un dénuement matériel et financier absolu, vraiment. Donc c'est le cas des Temerson, enfin au moins pour la plupart de leurs films. On a répondu à votre question. Une autre, oui, devant. Oui, donc ce sont des films d'un couple, ok, les Temerson. Mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur la part de chacun d'eux, ou est-ce que ça reste totalement obscur? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'il y a des écrits ou des témoignages qui donneraient un petit peu une idée de qui fait quoi dans ces films? Claudia? Oui, très peu. Mais il y a une lettre où effectivement il y a quelqu'un qui dans les années 80 pose des questions à Stéphane, et il dit « Je ne me rappelle pas ». Nous étions vraiment tous les deux, l'un ou l'autre. Parfois c'est l'un qui tenait la caméra, parfois c'est l'un qui tenait la source de la lumière. C'était vraiment un travail commun. Donc voilà. Après, chacun avait aussi leur jardin secret. Francisca était peintre, Stéphane était effectivement écrit pas mal, beaucoup même. Mais en ce qui concerne en tout cas les films, c'est vraiment un travail absolument commun. Voilà. L'origine des idées. D'origine des idées. Non, en tout cas, rien ce qui paraît, en tout cas, dans leurs écrits, dans les archives, non, effectivement, je n'ai rien trouvé. Mais ça serait intéressant, effectivement, d'analyser il y a ce côté aussi très... Oui, on pourrait dire très, même, je ne sais pas le dire, féminin, sensible, enfin, avec tout ce retour à la nature. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait une influence de Francisca? Mais bon, connaissant un peu la sensibilité de Stéphane, voilà, ça me paraît très proche de l'un que de l'autre. Oui. Une question essentiellement à Claudia. Tu as parlé de la masse relative des cinémas à Varsovie lors des premiers films. Voilà. Et par ailleurs, tu as dit qu'il passait essentiellement un autre type de cinéma, du cinéma commercial ou du cinéma yiddish, par exemple. Donc, qui, en fait, voyait, enfin, à qui ces films qu'on a vus, enfin, en particulier le premier, étaient-ils projetés? Est-ce qu'on sait s'ils étaient vus par d'autres artistes seulement, par des intellectuels au sens plus large, c'est par exemple les écrivains et ça? Est-ce qu'on sait qui était le public, ou est-ce que c'était uniquement des films à la maison, montrés un peu à la maison? Enfin, est-ce qu'ils étaient montrés dans des cinémas, justement, par exemple? Et à qui, si on sait? Est-ce qu'on a une idée du public que pouvait voir ces films-là? Ce film-là, Oui. par exemple, et les premiers films.
Oui, alors les films ont été montrés dans des ciné-clubs. Il y avait des ciné-clubs. Alors souvent, ils avaient lieu tout simplement dans des vraies salles de cinéma. C'était des matinées parce que c'était moins cher de louer la salle. C'était voilà, chacun pouvait acheter un billet et venir voir cette matinée. Mais on sait entre autres que dans la SAF, il y avait autant il y avait des compositeurs ou des écrivains qui étaient membres de la SAF, même s'ils n'étaient pas cinéastes. Donc, effectivement, je pense que c'était un milieu de l'élite intellectuelle varsovienne. Mais il y avait les projections étaient ouvertes au grand public, évidemment. Il n'y en avait pas énormément de public qui venait. C'était, j'imagine, toujours un peu les mêmes personnes. Mais le film, le court-circuit, Zvarce, on sait qu'il a été montré, donc comme il y avait ce côté un peu éducatif, pédagogique, en tout cas d'alerte de danger d'électricité, ce film passait en salle avant un film. Alors j'avais trouvé même exactement quel film. Oui, Temptation avec Gary Cooper. Voilà. Et on sait donc que c'est un film qui était expérimental hein, dans sa forme. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on sait. Pour le moment. Pour le moment. À creuser. Peut-être une dernière question. Oui. Alors oui, merci beaucoup à tous les quatre, mais ma question va aussi s'adresser plutôt à Claudia. Je me demandais, dans la continuité de la question précédente, ce qu'on savait à ce jour, et à quel point tu avais trouvé de nouvelles choses sur les réseaux de sociabilité en France et en Angleterre, et donc aussi le public qui a pu voir les films à Paris et à Londres. Voilà, donc c'est une grosse question et on a peu de temps, mais voilà, merci. Grosse et pas vraiment, parce qu'il y a très peu d'informations. Donc on sait qu'effectivement, on sait que Europa a été montrée à Londres, mais je n'ai pas plus d'informations, à part cette petite anecdote que Stéphane a transmise dans une lettre. Alors je trouvais dernièrement, mais c'est vraiment à creuser, que apparemment, Apteka, donc pharmacie, était montrée à Paris dans le cadre d'un ciné-club Liberté. Mais je n'ai pas plus d'informations. Ça m'étonnerait en même temps, parce que pourquoi en 1936 ils auraient montré que Apteka, donc leur premier film. Voilà. Vraiment, on sait très peu de choses justement sur leur entourage à Paris, et je suis certaine qu'ils ont dû côtoyer les grands noms du cinéma, probablement de l'art, c'est certain. Mais voilà, je suis au début de mon enquête. Là encore, quelque chose à creuser. Alors, on va lancer donc le documentaire de Victoria Szymanska. Avant cela, je voudrais vous remercier vraiment très chaleureusement. Valérie Posner, Patrick Dehaas, Claudia Pochado, je pense qu'on peut les applaudir. Applaudir aussi les techniciens qui ont fait un travail assez extraordinaire et complexe. Vu voilà, la complexité de retrouver ces copies et de vous en donner la primeur. Et voilà, très bonne projection donc, et bonne fin de soirée après cela, et à très bientôt.